Au début, ça m'a mis une bonne émotion de revoir les Chevaliers, quoi. J'étais ultra curieux de voir ce qu'ils avaient fait avec le film, quoi. Il y a pas mal d'énergie et tout ce qu'ils ont fait avec les puissances et tout, c'est cool. Et puis ils ont essayé de moderniser le bordel. J'étais content de voir ce que ça donnait, quoi. On repart en enfance. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont le découvrir, c'est puissant, c'est méchamment réalisé. En 2011 arrivèrent les premières informations concrètes sur un 6e film autour de Saint Seiya. Mais contrairement aux 5 autres, la communication va vite nous dévoiler que le projet est très différent. Et pour cause, il sera en CG alias computer graphique. Dès février, les model sheets sont balancés sur la toile. Et là, les réactions ne sont pas très élogieuses. Et c'est une des problématiques de la licence Saint Seiya qui est souvent considérée comme une œuvre disposant d'un fort atout visuel. Bien sûr, je fais allusion au style du studio de Shingo Araki. Pourtant, avant cela, la Toei Animation avait mis sur grand écran et par le biais du CG, le film Harlock qui tenait grandement la route et les critiques furent globalement positifs. Donc pourquoi pas Saint Seiya ? Le film fut réalisé par Keiichi Sato, qui a plutôt une solide réputation autour des mechas. Il avait participé en tant qu'animateur à des films comme Mobile Suit Gundam, Char Counter Attack ou à Giant Robot, excusez du peu. En tant que réalisateur, il s'est illustré sur des projets comme Azura et surtout l'adaptation de Gantz, qui fut largement saluée par la critique. Quant à ce qui doit être adapté, le plan en interne fut périlleux, car quand on parle de Saint Seiya un fan, quelle est sa partie favorite ? Et évidemment, la bataille des 12 maisons. Il s'agit de la partie la plus emblématique, la plus populaire, et les antagonistes y sont tellement charismatiques. Oui, si on veut faire venir du monde avec ce genre de projet, cette partie s'impose. Hélas, il y a beaucoup d'adversaires, beaucoup de combats. Comment faire pour développer cela si rapidement ? Le film se devra de tricher un peu, parfois joliment, chacun sauvant shoot, et parfois n'importe comment. Aphrodite. La manière dont le film a été conçu reste assez mystérieuse, mais il semblerait que Masami Kurumada soit à l'origine du projet, en plus d'en être le producteur. Alors que Saint Seiya Omega révélait sa prochaine diffusion, le film lui était en production. Alors je vais revenir plus tard sur des parallèles entre ce film et Saint Seiya Omega. Masami Kurumada, sur son blog, effectue une communication plutôt efficace et en 2013, les annonces vont vraiment se multiplier pour préparer sa sortie en 2014. Les model sheets des personnages ne tardent pas à arriver et on note alors une volonté de faire évoluer le design pour obtenir un résultat plus réaliste peut-être. Alors je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment du mal avec les casques de ce film. S'il est en effet logique de voir des casques intégraux, d'accord, mais en soi, le design je le trouve assez moyen et le résultat ne m'a pas du tout emballé. La manière dont ils se construisent me rappelle d'ailleurs le premier film Stargate. Dommage car la manière dont les héros revêtent leurs claws, ça peut rappeler Iron Man chez Marvel, mais ce n'est pas extraordinaire ni inoubliable. Outre le choix esthétique, des armures qui semblent avoir été supervisées par Hiroshi Miyamoto, je trouve que le film est beau, oui. Visuellement, il est très abouti et je n'ai pas grand chose à lui reprocher, mis à part sa direction artistique sur les armures. Quant à l'animation, elle est vraiment plus que correcte, même si les trop nombreux ralentis à la Matrix peuvent faire sourire tant ils font terriblement dater pour un film de 2014. On peut aussi expliquer ce nouveau design par le merchandising. Bon, d'accord, il est important de remettre au goût du jour l'esthétisme d'une série, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également des mid-closes derrière, et dans mes souvenirs, elles ont été vite bradées. Il y a finalement peu de comparaison entre ce film et la série Netflix, mais honnêtement, le design des personnages me parle carrément plus ainsi que son animation. Bon, alors je n'avais pas revu ce film depuis le cinéma avant de faire cette critique, et je me demandais si je serais bien plus bienveillant aujourd'hui. Et en fait, non, à mon avis, il n'a pas du tout changé d'un iota. Alors déjà, sur l'histoire, il y a de bonnes idées. Le film commence avec la fuite d'Aiolos, et celui-ci est poursuivi par Saga et Shura. Alors ça, c'est probablement l'une de mes idées favorites, car Saga disparaît pendant la fuite d'Aiolos, et Shura le croit mort. Honnêtement, cette idée me fascine car elle est purement et simplement plus logique que dans le manga. Si un reboot devait avoir lieu sur la licence, je souhaiterais vraiment que cette idée soit conservée. Car concrètement, dans le manga, Saga disparaît en même temps qu'Aiolos et personne ne fait le rapprochement. Donc bien joué. Et quant à Aiolos, oui, il meurt mais très loin du sanctuaire, ce qui n'est pas mal non plus.
Le point qui avait surpris quelques fans à l'époque, ce sont les déplacements des personnages. Ils volent. Ce n'est pas une idée véritablement nouvelle. Dans le manga, Mu faisait cela pour sauver les héros lorsqu'ils étaient attaqués par les Silver Saints. Et lorsque Seiya et sa bande se rendaient au château de Pandore, ils faisaient de même. Mais après, oui, c'était dans le manga et donc largement moins populaire que son adaptation animée de 86. Alors effectivement, après, il y a eu les OAV du Junikyu et effectivement, on voyait cela à travers l'OAV numéro 12. Un point qui m'intéresse également, ce sont les âges des personnages. Ceux-ci sont plus âgés et donc le décalage qu'on pouvait ressentir avec la série n'est plus d'actualité. De même que les Gold Saints font bien plus âgés et ce genre de détail est très appréciable. Ce qui me frappe avec ce film, c'est que je trouve que sa première partie, eh bien, elle fonctionne plutôt bien chez moi. Les héros sont drôles et cet humour marche avec moi contre toute attente, surtout pour Seiya. Le personnage de Tatsumi a totalement été réécrit, c'est donc lui qui nous présente les Saints d'Athéna. Les Silver Saints sont là pour nous présenter les héros, ce qui, j'imagine, pourrait expliquer leur design assez faiblard. Aiolia ne tardera pas à arriver dans l'intrigue, et lui et son piercing sont bien décidés à tuer cette fausse Athéna. Une autre idée que j'aime bien, dans le manga et l'anime, le Crampop prétendait qu'Athéna était dans son temple. Voilà tout. Ici, on a réellement une fausse Athéna créée de toutes pièces. Avouez que la machination est un tantinet plus crédible ainsi. On remarque que le gimmick de Shiryu a été inversé, ce qui fait qu'on le verra bien plus avec son armure que l'inverse. Quant à Yoga, bien qu'apparaissant avec les autres, il est bien plus en retrait. Le film ne perd pas trop de temps à nous expliquer comment Saori va démontrer de manière involontaire ici quelle est la véritable Athéna. Bien plus tard, lorsque le saint de la flèche tire une flèche sur elle, le film nous précise que cette flèche appartenait au Grand Pop. Bon, j'aurais aimé entendre cette phrase dans le manga, tiens. Mais Ikki arrive dans l'intrigue. Le film caricature à outrance sa grande assurance et c'est lui qui vaincra ce Silver Saint. Et on va passer à la partie principale du film. Shiryu, dit l'intello, l'érudit, est quelque peu ridiculisé car au fond, il connaît les 12 maisons, mais tous les héros s'en moquent de son savoir, ce qui fait un petit peu bizarre. Après, ce n'est pas nécessairement un humour raté, mais l'intention est là. Pour Mu, son design fait grandement songer à Sage ou Hakurai, mais là encore, j'ai du mal avec son casque. L'innovation du film est que les Gold Saints ne restent pas immobiles tout le long. Non, Mu va avoir droit à des moments d'interaction. Aldébaran, lui, est un bon vivant, chose qu'on pouvait deviner dans l'œuvre d'origine. On a le droit de jolis déplacements de Seiya. Oui, ça, le film nous montrera plusieurs fois que son animation est d'un très bon niveau. Le combat est distrayant, ça peut fonctionner sur moi. Mais c'est à la fin de son combat qu'on a pour moi la cassure. C'est à ce moment précis où j'ai l'impression que le staff s'est rendu compte qu'il fallait se dépêcher un peu. Et là, oh diable les 12 maisons, aucun mot sur la maison des Gémeaux, non, il faut accélérer le rythme. Si tous les bronzes entrent dans la maison du cancer, ils vont être servis. Le passage où Deathmask chante sa chanson hante encore les fans. C'est bien simple, on se croirait davantage dans l'étrange Noël de Monsieur Jack que dans du Saint Seiya. Oui, je pense que c'est l'un des points les plus critiqués du film. Généralement, quand on parle du film, c'est cette scène qui revient en tête. Le personnage avait été rendu classe dans l'adaptation animée, ici, pas vraiment. Et le scénariste lui a rajouté de nombreux éléments comiques, histoire de divertir la famille. C'est louable et c'était un pari risqué qui plus est. Bon, je trouve malgré tout les couleurs super cheap. Yoga, lui, est déplacé dans un autre endroit. Bon, c'est un peu bizarre que cela soit Deathmask qui soit à l'origine de cela, mais bon. Dans la maison du lion, Shun est un magnifique faire-valoir à Seiya au fond. Le duo est là, c'est cool, mais hélas, le Saint d'Andromède se révélera très dispensable dans le film. Il y avait une rumeur d'ailleurs autour de ce personnage indiquant que les animateurs avaient des difficultés à animer ses chaînes et que cela serait pour cette raison que son combat avec Aphrodite aurait été purement et simplement supprimé. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut croire cette rumeur, mais je m'interroge. Shiryu et Yoga auront droit à de beaux combats, bien qu'expéditifs, film oblige. Je me rappelle encore très bien de la polémique qu'il y avait eu autour du modèle sheet de Camus. Et oui, derrière une de ses épaulettes faisait apparaître la jarre du Verseau. Vous vous doutez bien que le rapprochement avec Mario Sunshine s'imposait pour certains fans. Mais oui, c'est pas très Jojo à mon goût. Quant à Seiya et Shun, ils sont sauvés d'Aiolia par Shaka, de la Vierge. Alors celui-ci chauffe Shun, ce qui n'est pas anodin, et je me demanderais presque si ce n'est pas une idée de Masami Kurumada quand on sait ô combien il tient à la filiation Shun Vierge.
L'idée est bonne, mais nous prive d'un des meilleurs combats du manga, car Ikki n'affrontera pas Shaka, ce qui est bien évidemment très surprenant. Le film prend des risques pour surprendre le fan connaissant sur le bout des doigts le déroulement de chaque maison. On ne peut pas lui enlever ça, même si la déception l'emporte quelque peu. Deathmask est vaincu, non sans humour, la salle avait ri à l'époque en voyant ses tatouages. Je ne sais pas si ça fonctionne encore aujourd'hui. En tout cas, le personnage est totalement ridiculisé, ça oui. Intervient la nouvelle sainte du Scorpion. Son coup est tellement puissant que Shun et Seiya sont propulsés dans la maison du Sagittaire. Elle est rejointe par Shura. Oui, le champ de bataille promet quelques surprises. Soit dit en passant, Shura a l'un des meilleurs designs à mon goût. Milo affrontera l'increvable Shiryu, tandis que Shura, surprise, c'est pour Shun. Si le combat aurait pu ressembler à celui d'Ourl dans le second film, il n'en saura rien. Shun y est très mal développé, c'est peut-être son pire film car, contrairement aux 5 autres, on nous fait une promesse de voir Shun se relever et de contre-attaquer. Sauf que bah non, Ikki arrive et dégomme bien plus fortement son frère que dans le film Lucifer, indiquant même qu'il aurait envie de l'achever. La surprise, c'est que Ikki ne dégomme pas son adversaire. En soi, le combat est original, car on n'avait jamais vu ces deux personnages s'affronter. Une bonne surprise, mais non seulement Ikki perd le combat, mais au fond, lui et Shun se révéleront assez inutiles dans le film. De plus, Shun est par terre, sans qu'on ait vu comment et pourquoi, car le film s'en désintéresse. Vraiment, je ne pouvais pas passer à côté de cette mauvaise gestion des personnages. La vérité éclatera par le biais de Shaka, Mu et ce grâce au testament d'Aiolos. Seiya, qui avait été mortellement touché, revient à lui grâce à Athéna et ses amis. Oui, Athéna a beaucoup d'interactions et ça, c'est très appréciable par contre. Et là, le choc pour ceux qui sont sous le signe des poissons. Déjà, ce personnage avait la meilleure réception quand son design avait été révélé et je dois dire que j'aime beaucoup son look. Hélas, le film se devait de faire vite et Aphrodite est sacrifiée par le scénario et est là pour montrer l'Another Dimension et ainsi que mettre en valeur le puissant Saga. Il est très dommage que son combat avec Shun ait été ôté pour une telle scène. Et là, nous arrivons vers le combat final. Et malgré le nombre de protagonistes, à savoir les Gold Saints, désormais du côté d'Athéna, les bronzes, il n'y aura que Seiya à combattre. Saga se dévoile, il était jaloux d'Aiolos. Sa double personnalité n'est pas vraiment développée, si ce n'est qu'il entend des voix. Oui, mais c'est celle d'Aiolos. On nous indique que Seiya ne peut l'emporter car son armure de bronze se limite. Alors, les choses n'avaient pas été si froidement dites dans le manga ou les films, mais cette phrase fait écho avec les 4 premiers films à mon goût. La première partie du combat est énergique, il y a de belles animations, non vraiment ça bouge bien. Et puis il y a la dernière partie où Saga a des allures de boss final de Final Fantasy. Alors, je ne comprends pas ce qui a motivé ce choix, si ce n'est le goût du spectacle. Après tout, le choc des titans n'était pas en reste, mais je suis dubitatif quant au résultat, beaucoup trop éloigné du Saint Seiya que j'aime hélas. Saga est tellement puissant qu'il en pulvérise le paysage. Seiya revêt la clause du Sagittaire. Eh oui, oublions le Seiya qui ne devait que compter sur sa clause de Pégase. Non, Aiolos, bien que mort, a lui aussi une revanche à prendre sur Seiya. Et pour cela, il utilisera le bazooka d'Athéna. Et malgré les choix artistiques que je juge pas très bons, techniquement, c'est vraiment très beau. C'est très difficile de chroniquer ce film car il y a de bonnes idées, mais sur d'autres trucs, j'ai clairement du mal. Et la dernière partie du film est vraiment celle que j'aime le moins. Alors au début de la chronique, je vous avais indiqué qu'il y avait des similitudes avec une autre œuvre de Saint Seiya et en la revoyant, ça m'a sauté vraiment aux yeux. Je veux bien sûr parler de Saint Seiya Omega. Alors si Saint Seiya Omega date de 2012, ce film il n'a pas été produit en 2 ans, mais beaucoup plus. Et si on en croit quelques conférences, le projet daterait de 2007. Quoi qu'il en soit, des idées font écho sur ces deux œuvres. Déjà, les héros ont des pendentifs qui font apparaître des box, une idée qui rappelle bien sûr les pendentifs d'Omega. L'affrontement avec Miken, déjoué avec un élément externe, pourrait me rappeler vaguement la petite interaction d'Eolia. Et puis surtout, ce sanctuaire dans les cieux, oui, c'est la même intention de base entre Omega et Legend of Sanctuary. Et bien sûr, et ça c'est bien plus évident, le Gender Swap de Milo qui est du coup une femme, cela nous rappelle Sonia dans Saint Seiya Omega qui devient la nouvelle Gold du Scorpion, un rapprochement que tout le monde avait fait à l'époque.
Et dans les deux œuvres, nous avons tous deux une fausse Athéna. De même que le saint Harbinger fait également disparaître des personnages de sa maison, tout comme Deathmask dans ce film. Alors que penser de ce film? Keiichi Sato et son équipe devaient avoir les meilleures intentions du monde et j'en suis convaincu. Mais ce qui me frappe chaque fois que je regarde ce film, c'est qu'au fond, je préfère le film quand ça ne se bagarre pas. Car Seiya il est ridicule, oui, mais touchant, ne sachant pas s'exprimer correctement devant Saori. Je n'en ai pas parlé, mais bien évidemment, le casting est tout nouveau, tout frais pour ce film. On remarquera que la plupart de ces seiyuu reviendront pour le jeu Saint Seiya Awakening. Bon, pas nécessairement pour les mêmes rôles. Quant aux musiques, elles sont de l'œuvre de Yoshihiro Ike. Alors, je ne dirais pas qu'elles sont mauvaises, mais en réalité, je n'en ai retenu qu'une seule, à savoir celle-ci. Hero, la chanson de fin, a été composée par le légendaire Yoshiko Hayashi, le charismatique leader d'X Japan, l'un des plus grands groupes de métal symphonique nippon à qui l'on doit le Forever Love pour le film X de Clamp. Quoi qu'il en soit, je ne cache pas être déçu par ce film qui regorge de points positifs, comme son aspect technique vraiment étonnant, et quelques points scénaristiques bien vus. Hélas, le traitement des personnages y est indigeste, et malgré la durée du film qui est tout de même de 93 minutes, cela ne suffira pas à accomplir un miracle. Le traitement de Shuniki y est déplorable, et du côté des ennemis, je pense qu'on aurait bien aimé voir des meilleures choses autour d'Aphrodite, même si on pourrait penser qu'on a échappé au pire. Et le duel final avec Saga est beaucoup trop éloigné à mon goût de la licence. Un résultat pas catastrophique, mais pas époustouflant. Et on a longtemps eu des rumeurs concernant une possible suite avec Poséidon, mais je serais très surpris que ce projet voie le jour. Le film n'a pas si bien fonctionné que cela. Voilà, en tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce 6e film. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.